n'est jamais seul. Ça c'est vrai. Je me rappelle, si je me souviens bien, en 1965, je rentrais à l'Opéra de Paris, qui venait de retrouver sa jeunesse et sa beauté. Le sombre manteau déposé par les ans sur les célèbres épaules de cette grande dame ne cachait plus l'élégance de sa lyre. À cette époque, M. André Malraux, ministre de la Culture du général de Gaulle, faisait ravaler plusieurs édifices et monuments historiques de la ville Lumière. Cependant, en passant par la rue Thibault, on pouvait constater que l'auteur de la condition humaine, malgré toute sa bonne volonté, n'aurait pas pu réparer l'irréparable outrage fait par les pigeons et le temps au vieux bâtiment qui logeait notre ambassade. Le siège de notre mission n'avait pas changé de visage depuis que j'avais rendu visite à notre ambassadeur en compagnie de 3 de mes amis. Nous avions été reçus, je me souviens, par un huissier français qui nous avait dit un peu solennellement, Son Excellence vous recevra certainement, mais vous aurez à faire preuve de patience, car monsieur est très fatigué. Oh là là, je n'ai pas manqué de sourire. D'avoir travaillé pendant quelque temps dans 2 ambassades étrangères à Port-au-Prince me permettait d'affirmer à mes amis que je n'avais jamais rencontré, pas même un seul diplomate souffrant d'anémie à cause de surcroît de travail. Bon, on ne sait jamais. Peut-être que ce fonctionnaire Prince Saint-Rire voulait nous rappeler que bien souvent, l'ambassade est une prime accordée à la paresse. En tout cas, il nous invita comme maître de cérémonie à nous asseoir au grand salon pour faire antichambre. Et nous avons attendu plus d'une bonne heure d'horloge. Brusquement, une porte s'ouvrit. C'était pour laisser apparaître notre ambassadeur. Monumental et majestueux, tel un chef zaïrois de la tribu des Baluba, drapé dans sa robe de chambre rouge comme la colère des opprimés. Il ne jeta pas un seul regard sur les 4 visiteurs qui l'attendaient. Il était trop préoccupé à raccompagner une appétissante petite blonde qui essaya de cacher comme une ingénue ce que mes amis et moi pouvions facilement deviner. Bon, après avoir pris congé, à voix basse, bien entendu, de cette délicieuse créature, l'ambassadeur se tourna vers nous en disant: Mes chers amis, je le sais, je vous ai fait attendre. Mais écoutez-moi bien, messieurs. Quand vous saurez que je viens de travailler pour vous, que je viens de vous venger, quand vous saurez que je viens de revivre au bord de la Seine l'épopée de 1804, c'est sûr que vous partagerez ma joie.
ma fierté et ma satisfaction. Je me baladais ce matin dans le quartier latin. Arrivé au boulevard Saint-Michel, je fus attirée par les reflets d'une broche en or qui s'étillait sur la poitrine généreuse d'une jolie dame. Et par une rapide association d'idées, je me rappelais que je devais me procurer Romancero aux étoiles de Jacques-Stéphane Alexis, cet écrivain qui entra vivant dans notre littérature et dans celle du monde entier comme un météore. Je me dirigeais vers la librairie la plus proche. Coïncidence heureuse. Messieurs, n'est-ce pas Cocteau qui a dit que la superstition, c'est l'art de se mettre d'accord avec les coïncidences? N'est-ce pas vrai? Eh bien, en effet, certaines coïncidences sont des signes, voyons. Je me trouvais à côté de cette irrésistible Parisienne qui vient de partir. Elle tenait dans ses belles mains Romancero aux étoiles. Incroyable mais vrai. Je me penchai vers elle pour lui dire: Mademoiselle, en vous regardant avec ce même livre qui m'a conduite ici, je me sens comme Pyrrhus devant la veuve d'Hector. Et j'entends carillonner dans mon esprit et dans mon cœur un vers de Racine que j'aime beaucoup. Vous voulez me dire ce vers? Ah, mais voyons, je n'ai rien à vous refuser, hein? Me cherchez-vous, madame? Un espoir si charmant. Me serait-il permis, je vous en prie, me serait-il permis de vous offrir ce volume? Faites-moi le grand plaisir de l'accepter au nom du docteur Jacques Alexis, dont la pensée a catalysé notre inoubliable rencontre. Monsieur, vous ne vous imaginez pas. Ces deux lèvres juteuses s'entrouvrirent sur deux rangées de perles pour me remercier. Et là, elle me fit retrouver l'agressivité de mes 20 ans. Sans perdre une minute, je l'invitai à prendre un verre en face au café du Luxembourg. Et elle ne se fit pas prier. Et là, autour de la table, elle engagea la conversation me demandant: vous avez déjà lu Romancero aux étoiles? Oh, mais bien sûr, mademoiselle. Mais ces jours-ci, je fais des recherches en vue de préparer un réquisitoire pour la défense et la réhabilitation des Indiens de l'île d'Haïti, dont je suis l'ambassadeur. Ah bon? Vous êtes l'ambassadeur d'Haïti? Ah, mais pour vous servir, mademoiselle. Et vous parlez des Indiens? Des premiers habitants de l'île. Des vrais maîtres de la terre qui ont payé bien trop cher pour cette mésaventure que nous continuons d'appeler la découverte de l'Amérique. Cette mésaventure? Oh, mais vous n'ignorez pas que les trois bateaux, la Nina et la Penta Maria, s'en allaient vers l'Est? Je ne sais quel mauvais génie pour s'amuser les a détournés du côté de l'Ouest. Ce fut pour le plus grand malheur des Indiens qui vivaient heureux dans leur île de rêve. Cette île si souvent comparée à une émeraude tombée de la bague de Dieu dans la mer des Caraïbes. Ce fut un cataclysme pour les Indiens, un coup de tonnerre dans un ciel serein que de voir débarquer des aventuriers avec la croix dans une main et le fusil dans l'autre pour les exterminer au nom de la religion et de la civilisation. Vous voyez? Forcés de travailler jour et nuit, les Indiens ont connu les mauvais traitements les plus inimaginables. Franchement, Christophe Colomb a été le premier à établir l'esclavage dans l'île d'Haïti avec les repartimientos. La reine Isabelle, en rêvant aux épices de l'Asie, vendait ses bijoux pour financer cette fameuse expédition et préparait en même temps une hécatombe. À l'arrivée des Espagnols, il y avait 2 500 000 Indiens dans l'île. Et 5 ans plus tard, tenez-vous bien, je vous en prie, mademoiselle, il n'était que 2000. Vous voyez? Le cacique Henri avait gagné les hauteurs du Cibaro avec ses 2000 rescapés du désastre de la découverte. Ils avaient pris une position désespérée, mais héroïque, contre ces barbares qui avaient décimé toute une race. Ces 2000 Spartiates de la tribu des Arawa ont tous péri verticalement avec la rage au cœur. Et nous devons les saluer, mademoiselle.
ces êtres paisibles, croyez-moi, goûtaient chaque jour la joie de vivre libre dans une orgie de lumière, de verdure et de fleurs. Cette même reine Isabelle n'avait-elle pas juré de ne pas enlever son jupon bien avant que les morts ne fussent ou chassés ou exterminés hors de ses frontières? Elle avait eu raison de tenir parole, car on parle de sa béatification. Mais bientôt, elle sera dans le martyrologe. Franchement, je regrette infiniment. Oh oui, je regrette infiniment qu'une femme exceptionnelle, extraordinaire, une femme dont la musique, les chansons et les poèmes nous sont parvenus, une indienne adorable, trahie d'ailleurs par la croix d'Alcantara et lâchement condamnée à la pendaison par un monstre. Je regrette, dis-je, que la reine Anacaona, la belle reine adorée des Indiens, n'ait pas eu la chance d'exporter sa propre civilisation bien avant Isabelle la catholique. Ah, messieurs, et vous savez ce qui est le pire, mademoiselle? C'est que nous aimons les paradoxes. Voilà notre problème. Nous n'avons encore rendu aucun hommage aux Indiens. Et ce n'est pas une négligence, ni une erreur. C'est une faute. Nous sommes des exotiques. Nous sommes des oublieux. Et nous aimons les paradoxes. Le croiriez-vous? En face de la magnifique baie de notre capitale, nous avons encore une statue du navigateur génois. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il fait là? Et il se demande lui-même, j'en suis sûre. Je ne sais si c'est pour perpétuer, car à un moment de la durée, ce conquistador indélicat avait débarqué à la tête d'une bande de mercenaires assoiffés d'or pour torturer les Indiens, les maltraiter et emporter leurs richesses. Vraiment, je vois pas ce qu'il fait là. Veut-on prouver que le criminel retombe toujours au lieu du crime? En tout cas, moi je ne sais pas, mais je n'ai pas vu une statue du douche à Addis Abeba. Ou encore une statue du Führer à l'aéroport de Tel Aviv. Chut. Kafka est mort bien trop vite. Il a raté le sujet d'un grand livre. Mais vous ne descendez pas des Indiens? Les Indiens exterminés. Il a fallu continuer à chercher le dieu de l'espagnol dans les mines. Nos pères achetés en conséquence dans diverses régions d'Afrique et transportés comme du bétail dans les cales des bateaux négriers ont pris la relève dans les mines et sur les plantations. Ces malheureux déracinés, ces damnés de la terre, dirait Fanon, ont arrosé le sol des Indiens de leur sueur, de leur sang et de toutes sortes d'humiliations et de souffrances pour faire de cette île enchantée la colonie la plus prospère, le grenier de la France, la perle des Antilles, mais aussi un laboratoire de misère humaine. Vous voyez? Un laboratoire de misère humaine. Mais, un beau matin, ils ont brisé leurs chaînes pour arracher les armes de leurs maîtres quand ils ont chassé pour proclamer leur indépendance le dimanche 1er janvier sur la place d'armes des Gonaïves. Le dimanche 1er janvier 1804. Ils ont écrit la dernière page, la plus fulgurante des épopées de tous les temps. Oh, waouh! Je vous ai écouté en frissonnant. Les peuples heureux n'ont pas d'histoire. La vôtre est unique. C'est la seule révolte d'esclaves de ce genre que je connaisse. Mais revenons bien vite aux Indiens si vous le voulez. Ils m'intéressent énormément. C'est bien Nietzsche qui a dit que ceux qui n'ont pas survécu ne méritaient pas de vivre, non? Je vous demanderai de bien vouloir laisser Nietzsche dans son contexte, où il demeure un humaniste
qui combattait la métaphysique du Moyen-Âge dans le but de donner à l'homme sa place dans l'univers. D'ailleurs, ce philosophe croyait en la détermination de l'homme, en la puissance de l'homme et en sa capacité. Mademoiselle, comment prétendre être un meneur d'hommes en les détruisant? Des maniaques ont tiré Nietzsche de son contexte, de la plus aberrante des absurdités qui est la supériorité d'une race. Le père de la relativité, s'il n'avait pas pris la fuite, aurait péri parce qu'il ne méritait pas de vivre? Eh bien, à partir de cette théorie raciste, on n'a qu'à brûler la charte des droits de l'homme, renoncer à toute lutte pour la dignité humaine, pour la légalité de l'homme et de la femme dont je suis un fanatique, et chercher refuge de la société protectrice des animaux. Mais franchement, moi, je ne comprends pas qu'on explique ces horribles génocides avec des bribes de Nietzsche ou de Darwin. Mais non, c'est une amnistie bien trop encourageante accordée à tous ces destructeurs d'aujourd'hui, des Indiens du Paraguay. À tous ces tyrans de village, à tous ces dictateurs satisfaits, confortablement assis dans leur fauteuil, sur des milliers de cadavres, ils n'auraient qu'à grandir Nietzsche pour avoir bonne conscience et se réjouir d'avoir aidé à disparaître des légions de contradicteurs et des suspects qui ne méritaient pas de vivre. Bon sang, mais pardonnez-moi, mademoiselle, pardonnez-moi, je vous en prie, mais ces liquidations inutiles me font plutôt penser à un poète élisabétain qui a écrit « La mort de tout homme me diminue ». Mademoiselle, écoutez, comment peut-on reconnaître des circonstances atténuantes à des assassins qui ont conçu, financé, ordonné, encouragé ces lugubres exécutions? Bon, peu importe que ces assassins doivent des universitaires, doivent des sous-primaires ou des illettrés. Hein? Peu importe. Je rejoins aussi un écrivain français de notre époque. Quand il soutient qu'en toutes circonstances, l'homme doit avoir l'opportunité de choisir la vie. Oh là là! Waouh! Votre histoire est vraiment intéressante. Si cela ne dérange pas, je voudrais bien visiter votre pays, approfondir votre merveilleuse histoire et d'admirer votre île. Ah, pour une bonne nouvelle, ça ce n'est une. Et je dois vous dire que c'est un rêve que je pourrais vous aider à réaliser dans les meilleurs délais avec le plus grand plaisir. Hein? Mais en attendant, selon une fiction de la loi internationale, l'ambassade est un prolongement du pays, n'est-ce pas? Eh bien, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais bien vous inviter à vider une coupe en terre haïtienne, mais sans vous déplacer de Paris, hein? Oh, mais j'aimerais bien. Après l'avoir baratinée pendant une demi-heure, messieurs, elle m'a suivi. Elle m'a suivi en territoire national avec la tête pleine de notre histoire. Et j'ai vécu le plus beau rêve de ma vie, qui a été une série de crises de possession. D'abord, j'étais le grand prêtre de la nuit du 28 novembre et je l'entraînais de ma chambre pour une nouvelle cérémonie du bois caïman. Mais disons plutôt cette fois, pour une cérémonie du bois d'ébène. Écoutez, en peu de temps qu'il le faut pour le dire, je m'étais dépouillée des coquetteries de l'Occident. La gazelle en face de moi était fascinée par la magie de la nuit africaine. Profonde, mystérieuse et ensorceleuse, je la dévorais des cieux. Et elle me donnait mal au cerveau. Oh oui, messieurs, je la dévorais avec cette convoitise et cette impatience que vous pouvez comprendre. Elle s'avança lentement pour s'agripper à moi dans une réédition inconditionnelle, comme une liane flexible s'enroule autour d'un arbre millénaire. Et je la saisis
pour aspirer son âme dans un de ses baisers, aussi long, aussi mouillé, aussi voluptueux que l'éternel et mystique baiser dans le port de Khartoum. Spectacle sensationnel, messieurs. Spectacle sensationnel. Subitement, je deviens notre précurseur à la ravine à couleuvres. Et comme ce grand capitaine, je mettrai la même dextérité à longer ses côtes et à explorer ces deux jolies mandarines, pendant que mes doigts frénétiques montaient et descendaient sur le plastique de son beau corps, menu et velouté pour allumer les 3 étages de son être, à la manière du monarque dont l'armée armée d'une torche incendiait les 4 coins de la ville du Cap. Elle était au paroxysme, messieurs. Son cerveau, son cœur, ses sens étaient en ébullition. Et dans un tour de rein, je me sentis envahie par la fougue du héros de Vertières. Mais comme vous le savez, la crête à Pierrot était mon objectif précis. Arme clair et furibond, je me taille un chemin dans le broussaille et je pénétrai dans le fort en criant comme l'empereur: Libertière ou la mort! Libertière ou la mort! Je suis maître de ce fort. Elle tremblait sous mon archet avec cœur. Quelle ivresse! Quelle harmonie! L'Afrique se mêlait à l'Europe. Quel synchronisme, messieurs! Quel défoulement au niveau des 4 dimensions! Ah, mais surtout, messieurs, quelle victoire! C'était la victoire de l'esclave, rendant la monnaie de sa pièce au colon, qui dans ce moment de lubricité fébrile avait forcé la daroméenne sous le soleil des tropiques au milieu d'une plantation de café. Sa plainte reconnaissante remplissait la chambre et arrivait à mes oreilles comme une symphonie aphrodisiaque. Oh! Oh! Oh, chérie, tu m'allumes. Et quand le moment psychologique arriva, messieurs, quand le moment psychologique arriva, l'Afrique, tout le continent noir, arrosa l'Europe. J'essayais de revenir de mes ardentes fatigues et je contemplais la langueur dans ses beaux yeux, pareils à de lacs endormis sous la lumière de la pleine lune, en passant ses petits doigts d'artiste sur ma poitrine en sueur. Elle murmura doucement: Oh, Afrique! Oh, Afrique! Oh, Afrique! Tu nous réserves toujours quelque chose de rare. Et j'ai l'impression, messieurs, j'ai l'impression que c'était Montaigne qui parlait par sa bouche. Parce que dans les paquets de marchandises humaines délivrés un peu partout en Haïti, Montaigne prévoyait déjà qu'une jeune esclave marquée par le destin et vendue en Haïti allait séduire son maître pour donner le premier des Dumas. Et voici pourquoi la France peut dire aujourd'hui à toutes les nations avec la plus grande fierté: qui de vous en un siècle a produit 3 Dumas? Montaigne prévoyait encore que l'Afrique, berceau de toutes les civilisations, allait inspirer l'immense talent de Picasso pour révolutionner la peinture. Ma chérie,
Pouvons-nous compter les chefs-d'œuvre que nous avons faits ensemble? À chaque fois que le jour s'allie à la nuit, c'est pour donner naissance à l'aurore qui est plus belle que lui. Elle essaya de trouver son équilibre et elle se blottit contre moi. Et j'ouvris largement les deux bras dans ce geste magnanime qui a fait du républicain le père du panaméricanisme. Et je l'enveloppai d'une guirlande d'amour. Alors, elle poussa ce cri du cœur et des sens. Oh, j'ai toujours été attirée par le bois d'ébène. Mais cette attraction, lui dis-je, c'est la définition même du surréalisme, qui est l'hommage de la culture française à la culture africaine retrouvée. Réjouis-toi, ma chérie, nous venons de vivre la symbiose de nos vertus. Tu es l'apport du génie français au génie africain retrouvé. Messieurs, j'ai vengé la race. J'ai vengé la race, messieurs. J'ai résolu le problème du to be or not to be. Oui, j'ai résolu le problème du prince Hamlet. Maintenant, la question du to be or not to be n'est plus celle qui nous préoccupe. À chaque fois que l'on demande à ce grand visionnaire qui, selon Lamartine, fut une nation, comment il comptait se débarrasser des colons, prendre leurs propres armes, ne cessait-il de répéter, et les mettre à la porte. J'ai pris leurs propres armes, messieurs. Je me suis servi de la plus belle des langues parlées par les plus beaux génies jamais parus sur cette terre. Avec la savoureuse complicité d'une authentique fille de Gaulois aux yeux bleus. Et j'ai vengé la race. On dirait que vous ne comprenez pas, monsieur. J'ai vengé la race. Et en bon créole, messieurs, en bon créole, on dirait que vous ne comprenez pas, je dois vous dire, en bon créole, on courait à Mosée. Ah oui, messieurs. Ah oui, messieurs, j'ai vengé la race. J'ai vengé la race. Ah, messieurs. Prenons cette bouteille de 5 étoiles. Prenons cette bouteille de 5 étoiles, messieurs. Cette bouteille qui contient le brûlant soleil de notre île bien-aimée et l'esprit de nos glorieux ancêtres. Versons les 3 gouttes rituelles pour remercier les Indiens, les Marrons, les Breux, les Vanupiens qui nous ont donné cette patrie dans le feu, le fer et le sang. Oui, messieurs, puissent-ils continuer à soutenir les frères immigrés dans leur lutte atroce jusqu'à la victoire finale dans cette affaire de la Rhodésie et de l'Afrique du Sud, contre le racisme le plus atroce, le plus irritant, le plus tenace. Nous allons aussi sabler du champagne, messieurs. Le liquideur va jaillir dans le cristal pour pétiller, pour chanter, pour danser, pour célébrer notre victoire, messieurs. J'ai vengé la race. J'ai vengé la race, messieurs. Ah, et voici l'histoire. La psychologie, la philosophie, la psychanalyse, l'écologie, l'ethnologie, le droit international, la stratégie militaire, l'épopée, la littérature et la poésie. Tout cela au service de la fornication.